Bonjour, merci pour ces interventions, toutes les deux très, très passionnantes. Il y a quelque chose qui m'interpelle un petit peu dans les derniers éléments que vous nous avez partagés, justement, sur votre analyse systémique. Est-ce qu'il n'y a pas un peu un paradoxe entre dire qu'aujourd'hui, effectivement, les relations et l'approche en écosystème et en réseau, quelque part, de notre tissu économique, quelque chose qui est créateur de valeur. Moi, on a ces démarches-là, effectivement, je le conçois. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est que très rapidement, quand on essaie de comprendre ce qui se passe, on a besoin de se raccrocher à des vieux concepts. Et quand on parle de valorisation des relations, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression qu'on retourne sur une façon de mesurer quelque part ces nouveaux écosystèmes de manière très classique. Le nombre de relations, la capacité qu'on a à les lubrifier. Alors que finalement, aujourd'hui, c'est l'impression que j'ai, c'est plutôt qu'on va dans une approche où ce qui est important, c'est la capacité à créer de nouvelles relations. Parce que de toute façon, c'est cette dynamique-là qui est importante. Et c'est ce qui change aujourd'hui. Comme aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait des problématiques de changer les cultures, que ce soit des jeunes ou des anciens dans les organisations. Le problème, il n'est pas tant de les changer ou de réussir à impulser les changements, c'est de faire que ce changement soit continu. Alors justement, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on va réussir à faire que ce mouvement soit continu et que les gens ne soient pas en peur, parce que c'est une peur auquel on a, de ne pas avoir de référence qui soit suffisamment stable. Donc la confiance, effectivement, joue un rôle important, mais quelque part, quand on essaie de modéliser tout ça, on revient toujours à essayer de mesurer, à quantifier. Ça me fait penser aux actifs matériels dont on cherche perpétuellement à essayer de mesurer de manière figée la valeur d'une entreprise. Mais quelque part, comment est-ce que demain, on sera capable de dire, voilà, qu'est-ce que je serais capable de créer comme valeur dynamiquement ? Je commence, je laisse parler après. Il y a deux approches en fait, par rapport à ce que vous dites. La première approche où c'est relativement simple de mesurer cette valeur, c'est dans tous les processus sur lesquels travaille Pierre, qui sont les processus d'innovation collaborative, puisqu'en fait on a quand même après à la sortie d'un output, enfin il y a un output, je veux dire à la sortie du processus, donc qui permet de mesurer ça. Après effectivement, moi je suis assez d'accord avec vous quand vous dites que l'avantage, enfin l'enjeu est d'être capable de créer des relations, mais le problème, c'est que on peut créer des relations, mais pour avoir en fait maintenant un recul d'une quinzaine d'années sur justement cette approche relationnelle, on sait que la grande difficulté, mais c'est valable aussi en marketing relationnel, en stratégie relationnelle, c'est pas forcément de créer des relations, mais c'est d'assurer la durabilité de la relation. Parce qu'on sait que de toutes les façons, un individu ou une organisation, si on n'est pas dans cette logique gagnant-gagnant, on va avoir ce qu'on appelle une tentative opportuniste et va à un moment donné, de toutes les façons, voir son intérêt à court terme par rapport à l'intérêt à moyen terme ou long terme du réseau. Donc toute la difficulté, effectivement, pour rentrer dans cette logique de continuité, de création de valeur sur la durée, il faut être capable à un moment donné de construire cette dynamique gagnant-gagnant qui fait qu'à un moment donné, l'acteur, aussi bien au sein d'un réseau que d'un écosystème, ne va pas être tenté de voir son intérêt à court terme, c'est ce qu'on appelle, je vous dis, des tentatives opportunistes, à un moment donné de trahir l'écosystème ou de trahir le réseau, parce qu'il sait qu'à un moment donné, s'il sort du réseau et il travaille seul, il va en tirer une valeur supérieure. Donc la grande difficulté, effectivement, c'est aujourd'hui, non pas forcément de créer des relations, c'est quelque chose de très important, mais la grande difficulté qu'ont nos organisations, c'est à gérer justement la qualité des relations et de faire des relations durables. La grande difficulté, c'est de générer des partenariats durables. Et c'est ça l'enjeu. Bonjour. Merci pour tous ces échanges. Je retiens un point fondamental de toutes les interventions de cette matinée. Et pour faire le lien à ce que vous disiez, donc je retiens que finalement la mise en relation et la manière dont on connecte finalement les esprits, les idées, les talents pour innover notamment va être l'enjeu principal. Et que au final il faut changer la manière et la logique dont on voit les choses. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les réseaux sociaux et l'impact des réseaux sociaux, aussi bien sur les jeunes que sur les moins jeunes, a d'ores et déjà commencé à changer cette donne-là, à savoir la manière dont les gens interagissent entre eux? Et si oui, quelle est la projection que vous en faites a priori? Moi, je pense que tu es mieux placé que moi pour répondre sur les aspects de Web 2.0, mais juste un point sous l'angle de l'analyse système. Je pense que les réseaux, et puis sous un petit témoignage aussi expérimental des comités de direction avec lesquels je travaille, je pense qu'au niveau du terrain, et donc peut-être des consommateurs, probablement de quelques groupes de salariés, les réseaux sociaux ont déjà créé un bouleversement assez important. Mais au niveau des strates plus du top management ou du middle management, je n'ai pas encore observé que ces réseaux sociaux étaient des outils nouveaux
d'aide au management, certainement de l'aide à la consommation, mais d'aide au management. Donc en gros, avec Pierre, on en avait discuté dans un autre contexte. Il existe des outils comme Moodle, comme Groove, du Mind Manager depuis 12 ans maintenant, je l'utilise. C'est pas évident, je pense, de faire la différence entre l'utiliser au quotidien dans ses actes de consommation, dans ses actes de communication, et l'utiliser au quotidien dans ses actes de décision et finalement de management. Donc je ferai la distinction entre réseaux sociaux pour vivre et réseaux sociaux pour décider et gérer. Alors moi je vais rebondir justement sur l'aspect réseaux sociaux pour décider, parce qu'effectivement j'ai une de mes expertises, je travaille en fait sur l'impact du Web 2.0 sur les business models traditionnels, et je rencontre donc en tant qu'expert APM beaucoup de dirigeants d'entreprises, quelle que soit la taille de leur entreprise, et je peux vous dire qu'aujourd'hui effectivement, notamment dans cette logique de co-création de valeur, d'innovation collaborative et de crowdsourcing, puisque je travaille beaucoup sur le crowdsourcing, on sait effectivement que les réseaux sociaux qui avaient impacté les individus, aujourd'hui, en fait, c'est pas le réseau social en tant que tel, mais c'est tout ce qui est lié au Web 2.0. C'est-à-dire que le Web 2.0 aujourd'hui a amené en fait une volonté de partage, de collaboration, le co. En fait, c'est l'ère du co, hein, d'accord, avec le Web 2.0. Et aujourd'hui, effectivement, les entreprises le font vraiment. Par exemple, moi, j'accompagne actuellement le groupe Auchan sur la mise en place du projet Queerkey, c'est-à-dire justement tout ce qui est consommation collaborative, puisqu'ils vont faire en fait co-créer des consommateurs et vendre des produits co-créés. Donc aujourd'hui, les dirigeants, des gros groupes de la région aussi que l'on suit ici au niveau du PICOM, aujourd'hui, ils ont vraiment compris que le consommateur, il faut savoir que dans une des dernières études qui a été faite en 2012, aujourd'hui, 58% des consommateurs interrogés, ça rebondit sur ce que disait Pierre tout à l'heure, veulent aujourd'hui rentrer dans la construction de l'offre en amont de la conception du produit. C'est-à-dire que des gens comme Auchan, Carrefour l'a compris, mais Auchan, ils sont très novateurs là-dessus, la Poste le fait déjà, le Roi Merlin le fait depuis plus d'1 an, ont compris qu'aujourd'hui, que ce soit en B2B ou en B2C, il fallait faire entrer effectivement aujourd'hui les consommateurs, les acteurs économiques dans la conception de l'offre. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, et ils y vont très très rapidement. Et donc il faut prendre la notion, c'est pas les réseaux sociaux en tant que tels sur un plan individuel, mais il faut comprendre que tout ce qui est inhérent au Web 2.0, Web 3.0 c'est un peu différent, c'est plus technologique, mais le 2.0 a complètement impacté aujourd'hui les stratégies d'ouverture. Et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui, moi je travaille sur les business models ouverts. On parle d'open business model, open innovation, puisqu'on ouvre. Merci Isabelle. Pierre, avant le café, ou tu nous fais un petit message et tu nous amènes au café? Non, bon café. Non, juste, je voulais vraiment 2 minutes, mais par rapport au modèle peut-être un peu manichéen, mécanique, écosystème, je voulais juste quand même rappeler que Crozier et Mintzberg sont passés par là, et qu'on sait que les grands systèmes organisés ne fonctionnent que parce qu'ils ont un écosystème d'ajustement implicite à l'intérieur du système. Et le problème, c'est que les entreprises qui refusent d'essayer de le rendre explicite, c'est-à-dire de le traiter comme un écosystème productif, eh bien, se retrouvent à un moment complètement embêtés parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont plus la maîtrise réelle de leur performance, puisqu'au fond, ce qu'ils croient être l'outil de la performance, c'est-à-dire le travail prescrit, n'est plus le véritable outil de la performance, puisqu'elle se niche dans les écosystèmes d'ajustement implicite. Et donc, ça amène les organisations à se poser la question comment j'explicite l'ajustement implicite, ça, je crée un écosystème. Et la deuxième chose, c'est que le gros problème, c'est que les jeunes, enfin, c'était un peu ce que disait Karim, c'est pas un problème d'ailleurs, c'est un enjeu, mais les jeunes, ils sont connectés. Aujourd'hui, ils sont connectés, ils vivent connectés, et ils vivront demain encore plus connectés en permanence. Et donc, l'écosystème d'ajustement implicite est forcément connecté à leur écosystème d'ajustement explicite qui est extérieur. Et c'est tous les incidents qu'on a d'organisations qui disent mais les jeunes n'ont plus aucune idée de la valeur de l'information. On a des trucs qui sortent dans les réseaux sociaux, etc. Parce que pour eux, les deux écosystèmes sont connectés. Et la fameuse cloison dont tu parlais de l'organisation, elle est devenue poreuse. Et donc à partir de là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et pour rebondir juste sur Karim, on est vraiment, moi je trouve qu'il y a une analogie avec le Fordisme. C'est-à-dire, Ford disait, je vais apprendre à mes ouvriers à aimer la voiture parce qu'ils la fabriquent et leur donner de quoi la payer pour l'acheter. Je pense qu'on est sur des formes de ce type-là, c'est-à-dire que la grande porosité entre le conso-cepteur, puisque le consommateur c'est déjà dépassé, avec l'imprimante 3D, on va probablement arriver vers le conso-cepteur. Le conso-cepteur, c'est-à-dire le concepteur de son propre produit et service, il est aussi salarié. Et donc il y a une porosité complète. Et donc l'entreprise qui ne se rend pas poreuse aux modes, aux valeurs, etc., portées par les clients et donc par les salariés, évidemment, va à un moment se décaler de la réalité de son écosystème marchand. Voilà, c'était juste ces 2-3 petits éléments. Excusez-moi, et bon café, mais ce n'est pas à moi de le dire, c'est à vous. Hein. Bon, oui, donc voilà. merci à Pierre et Isabelle pour leur intervention.